En salle d'accouchement, ma belle-mère a dit, « Si c'est une fille, laissez-la, on ne garde que les garçons. » Mon mari a répondu, « Ne t'inquiète pas, j'ai déjà signé les papiers. » Je n'ai rien dit. Mais quand j'ai ouvert les yeux, ma fille était dans mes bras et l'infirmière m'a dit, « Votre fils a tout enregistré pendant que vous étiez inconsciente. » Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. On m'avait dit que je serais inconsciente pendant quelques heures après la césarienne, mais je me suis réveillée trop tôt. Ma tête était lourde, mes bras engourdis, et la pièce semblait lointaine, comme si j'étais sous l'eau. Je ne pouvais ni parler, ni bouger, mais j'entendais tout. Ma belle-mère se tenait près de mon lit. Elle n'a pas chuchoté. Elle n'a même pas essayé de cacher ce qu'elle disait, « Si c'est une fille, laissez-la. Nous ne gardons que les garçons dans cette famille. » Je voulais hurler, mais j'étais paralysée. Et puis mon mari, mon propre mari, a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. « Ne t'inquiète pas, j'ai déjà signé les papiers. » Je ne savais pas ce que cela signifiait. Je savais juste que cela concernait notre bébé, mon bébé. L'enfant que j'avais porté pendant 9 mois. J'ai de nouveau perdu connaissance, mais quand j'ai rouvert les yeux plus tard, je la tenais dans mes bras. Ma fille, en sécurité, au chaud, emmaillotée de rose. Et c'est là que l'infirmière s'est penchée et a dit quelque chose qui a bouleversé mon monde. « Votre fils a tout enregistré. » Ce qu'ils ont dit pendant que vous étiez inconsciente. J'ai grandi sans jamais savoir ce qu'était une vraie famille, ballottée d'un foyer d'accueil à un autre. J'ai appris très tôt à ne pas attendre grand-chose des gens. Je faisais profil bas, je faisais ce qu'on me disait et je me répétais qu'un jour, quand j'aurais ma propre famille, les choses seraient différentes. Sûres, aimantes, réelles. Ce rêve a commencé à sembler possible quand j'ai rencontré Rayhan. Il était plus âgé, confiant, charmant. Il écoutait comme personne ne l'avait jamais fait. J'avais 20 ans, je travaillais de nuit dans un petit restaurant, peinant à payer le loyer d'un 2 pièces. Rayhan m'attendait après chaque service, parfois avec des fleurs, parfois juste avec ce sourire qui me donnait l'impression d'exister. Nous nous sommes mariés 1 an plus tard. Avec le recul, j'aurais aimé écouter cette petite voix dans ma tête, celle qui murmurait des avertissements chaque fois qu'il s'en prenait à une serveuse ou qu'il balayait d'un revers de main quelque chose que je disais. Mais quand on grandit en manquant désespérément de liens affectifs, même une main autoritaire peut ressembler à de l'affection. Je suis tombée enceinte de Zek 3 mois après le mariage. C'est là que j'ai vu pour la première fois qui était vraiment Rayhan. Il ne voulait pas entendre parler des nausées matinales, il n'est pas venu au rendez-vous chez le médecin. Quand je pleurais à cause de mes chevilles enflées ou de mes douleurs au dos, il me traitait de dramatique. Mais quand Zek est né, tout a changé, pour un temps. Rayhan semblait fier. Il publiait des photos, il m'a même appelé sa guerrière. Puis sa mère a emménagé. Dalia. Elle est arrivée avec 2 valises et un regard froid. Elle a dit qu'elle était là pour aider, mais en une semaine, elle avait pris le contrôle de la cuisine, changé la façon dont Zek était nourri et m'avait dit que je le tenais mal. Elle n'élevait jamais la voix, elle n'en avait pas besoin. Chaque mot était enrobé de supériorité, chaque regard un jugement silencieux. Rayhan l'adorait. Si jamais je disais quelque chose, il répondait, « Elle sait ce qu'elle fait. » Elle a élevé 3 garçons. Si j'insistais, il se taisait ou disparaissait pour une journée. J'ai arrêté d'insister. Au fil des ans, j'ai appris à vivre discrètement dans ma propre maison. Je marchais sur des œufs autour d'elle. Je préparais les repas qu'elle aimait. J'ai renoncé à inviter des amis. Je restais à la maison pendant que Rayhan et Dalia assistaient ensemble à des événements. Pour eux, j'étais juste le réceptacle qui avait apporté la génération suivante. Zek est devenu mon univers entier. Il était doux et curieux, posant toujours des questions, observant toujours. Il s'asseyait avec moi pendant que je pliais le linge, m'aidant à assortir les chaussettes. Il remarquait tout, même les choses que j'essayais de cacher. Quand j'ai découvert que j'étais de nouveau enceinte, j'ai senti une lueur d'espoir que je n'avais pas ressentie depuis des années. Peut-être que cette fois, les choses seraient différentes. Je voulais une fille. Je ne l'ai jamais dit à voix haute, mais j'en rêvais. J'imaginais lui coiffer les cheveux, lui lire des histoires avant de dormir, lui montrer ce qu'était vraiment l'amour. J'ai dit à Zek qu'il allait peut-être avoir une petite sœur. Il a souri et a demandé s'il pouvait aider à choisir son prénom. Mais dès que Rayhan l'a su, son humeur a changé. Il ne disait pas grand-chose, mais je le sentais. Il a arrêté de dormir à côté de moi. Il passait plus de temps au travail. Dalia est devenue plus froide que d'habitude. Une nuit, je les ai entendus chuchoter dans la cuisine. Je ne distinguais pas les mots, mais je reconnaissais le ton. Quelque chose n'allait pas.
Pourtant, j'essayais de rester concentré. Je prenais mes vitamines. Je parlais au bébé. Je lui disais combien elle serait aimée. Je continuais de sourire pour Zek. Je me disais que Rayhan était juste stressé, que Dahlia finirait par s'adoucir. J'ignorais l'angoisse grandissante qui me rongeait chaque fois que je les surprenais à me regarder avec quelque chose de plus froid que l'indifférence, quelque chose proche du mépris. Au moment où j'étais enceinte de 8 mois, j'étais épuisé. Mon corps me faisait mal. Zek était la seule lueur dans ma journée. Il lisait à mon ventre, racontait des blagues à son futur petit frère ou sa future petite sœur, et parfois s'allongeait à côté de moi quand je pleurais silencieusement dans mon lit. Puis, un matin très tôt, j'ai perdu les os. Les contractions sont arrivées rapidement. Rayhan ne m'a même pas aidé à faire ma valise. Dahlia s'est plainte pendant tout le trajet jusqu'à l'hôpital que j'aurais pu attendre une semaine de plus. À l'enregistrement, Rayhan a remis des papiers que je n'avais pas vus. L'infirmière a eu l'air confuse mais n'a rien dit. Zek devait rester chez une voisine, mais il a insisté pour entrer juste 1 minute. Il a dit qu'il avait oublié son dessin. Je ne le savais pas alors, mais il a glissé son vieil iPod dans la poche de son sweat à capuche et nous a suivis à l'intérieur. On m'a emmené en chirurgie, submergé et seul, priant pour avoir la force. Je ne savais pas que ce qui allait se passer allait briser tout ce que je pensais savoir sur les personnes les plus proches de moi. Et je n'avais aucune idée que mon fils de 9 ans était sur le point de sauver la vie de sa sœur. Dès l'instant où l'on m'a poussé dans cette salle d'opération froide, je l'ai senti. Quelque chose n'allait pas. Les lumières étaient trop vives, l'air semblait trop immobile. Rayhan se tenait près de la porte, pas à mes côtés. Il ne m'a pas tenu la main, il m'a à peine regardé. Dahlia était derrière le rideau, chuchotant à l'une des infirmières avec un sourire pincé qui n'atteignait pas ses yeux. Je me sentais exposé, seul et de plus en plus effrayé. Une infirmière m'a demandé si j'avais signé les formulaires de consentement. J'ai cligné des yeux, confuse. Je n'avais rien vu. Avant que je puisse répondre, Rayhan s'est avancé et a dit « C'est déjà réglé ». Son ton était calme, désinvolte, comme si de rien n'était. L'infirmière a hésité, m'a jeté un coup d'œil, puis a hoché la tête et s'est éloignée. Ils ont placé le masque sur mon visage pour commencer l'anesthésie. Mon cœur s'emballait. Quelque chose en moi me disait de lutter, de rester éveillé, mais j'étais fatigué, si fatigué. J'ai fermé les yeux, mais je ne me suis pas endormi complètement. J'étais quelque part entre les deux, à moitié consciente, dérivant. Mes membres ne bougeaient pas, ma voix ne sortait pas, mais je pouvais entendre. C'est alors que j'ai entendu la voix de Dahlia. « Si c'est une fille, laissez-la », a-t-elle dit clairement, comme si elle parlait de la météo. Nous ne gardons que les garçons dans cette famille. Les mots ont transpercé le brouillard dans ma tête comme du verre. Mon corps est resté immobile, mais à l'intérieur, je hurlais. J'ai essayé d'ouvrir les yeux, j'ai essayé de m'asseoir. Rien ne fonctionnait. Puis la voix de Rayhan a suivi. « Ne t'inquiète pas, a-t-il dit, j'ai déjà signé les papiers. » Mes pensées s'emballaient. Des papiers, la laisser, qu'est-ce qu'il prévoyait? Ma poitrine brûlait de panique, mais j'étais piégé dans mon propre corps. Je voulais crier son nom, exiger une explication, supplier quelqu'un de m'aider. Mais j'étais paralysé, forcé d'écouter. « Je t'avais dit qu'elle voulait une fille », a dit Dahlia. « Elle est faible. Les filles rendent les femmes molles. Tu commences à leur donner des choix et elles pensent qu'elles comptent. » Rayhan a ri. « Elle ne saura jamais. Elle est trop droguée. Dites juste qu'il y a eu des complications. » Mon esprit ne parvenait pas à comprendre ce que j'entendais. C'était mon mari, l'homme que j'avais aimé, avec qui j'avais vécu, en qui j'avais confiance. C'était la femme qui avait vécu chez moi, tenu mon fils dans ses bras, partagé ma table. Il prévoyait d'abandonner mon enfant, ma fille. Quelque part dans le couloir, j'ai cru entendre un bruissement, un petit son comme du tissu frottant contre du carrelage. Sur le moment, je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention. Plus tard, je réaliserai que c'était le bruit de Zek, caché juste devant la salle d'opération, serrant son iPod dans la poche de son sweat. Il n'était pas rentré chez lui comme on le lui avait dit. Il avait suivi. Il avait tout entendu. Et il avait appuyé sur enregistrer. De retour en salle d'accouchement, l'opération a commencé. Je ne sentais pas la douleur, mais je sentais la pression. Mes oreilles fonctionnaient toujours, chaque son autour de moi semblait amplifié. J'ai entendu Dahlia dire « Si c'est un garçon, j'appelle ma sœur tout de suite, elle sera ravie. » J'ai entendu Rayhan dire « On dira juste qu'elle n'a pas survécu. » Aucune mention de moi, aucune inquiétude quant à savoir si je vivrais ou mourrais. Il ne parlait pas comme si j'étais une personne.
J'étais un corps, une barrière, un problème à contourner. L'une des infirmières a posé une question sur le prénom du bébé. Rayhan a dit, pas de prénom, on décidera plus tard. Une autre infirmière s'est interrogée sur le plan de sortie. Rayhan a dit que c'était déjà arrangé. Mais une infirmière n'est pas restée silencieuse. Elle s'appelait Maya. Je ne le savais pas encore, mais je ne l'oublierai jamais. Elle n'arrêtait pas de poser des questions. Elle n'acceptait pas les réponses vagues. Quand Rayhan s'est énervée, elle s'est calmement éloignée. C'est là qu'elle a croisé Zek dans le couloir. Elle a vu l'iPod dans sa main. Il lui a dit qu'il avait quelque chose d'important. Elle ne l'a pas repoussé. Elle a écouté. Zek lui a fait écouter l'enregistrement, là, dans le couloir, ses petites mains tremblantes. Elle n'a pas paniqué. Elle n'a pas fait de scène. Elle a posé doucement sa main sur son épaule et a dit « Tu as bien fait, mon cœur ». Puis elle s'est retournée et s'est dirigée directement vers l'infirmière responsable. À l'intérieur de la salle d'opération, je commençais à m'évanouir. J'ai senti mon cœur ralentir. J'ai entendu des voix étouffées. L'un des médecins a dit que je perdais du sang. Quelqu'un d'autre a dit qu'il augmentait les médicaments. Je n'étais pas sûr de me réveiller à nouveau. Je me souviens avoir prié, non pas pour moi, mais pour mon bébé. S'il vous plaît, faites qu'elle soit en sécurité. S'il vous plaît, faites que quelqu'un voie ce qu'ils essaient de faire. Quelque part dans le bâtiment, mon fils la sauvait. Il n'a pas pleuré. Il n'a pas couru. Il a enregistré chaque mot qu'ils ont dit et l'a remis à la seule personne qui était prête à arrêter de prétendre que tout allait bien. Quand j'ai finalement rouvert les yeux, la pièce était sombre, silencieuse et stérile. La première chose que j'ai remarquée, c'est le poids dans mes bras. J'ai baissé les yeux et je l'ai vue. Elle était emmitouflée dans une douce couverture rose, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant contre la mienne. Elle avait une tignasse de cheveux noirs et les lèvres les plus douces que j'ai jamais vues. Ma fille. Elle était vivante. Elle était avec moi. Les larmes ont rempli mes yeux avant que je puisse parler. Je ne comprenais pas encore ce qui s'était passé, seulement qu'elle était là, en sécurité, respirant, réelle. Puis j'ai remarqué l'infirmière debout à côté de moi. Elle ne prenait pas de notes ni ne se précipitait comme les autres. Elle m'observait attentivement, son expression sérieuse mais gentille. Elle s'est penchée, parlant doucement pour que moi seul puisse entendre. « Votre fils a tout enregistré ?» a-t-elle dit. « Il a tout capté. Ce qu'ils ont dit pendant que vous étiez inconsciente. » Je l'ai regardée fixement, essayant de comprendre ce qu'elle voulait dire. Puis les souvenirs sont revenus en force, comme une digue qui cède. La voix de Dahlia, les mots de Rayhan, les papiers. Ma poitrine s'est serrée et j'ai instinctivement serré ma fille plus fort contre moi, terrifié qu'ils essaient encore de me l'enlever. La voix de l'infirmière était calme et posée. « Vous êtes en sécurité maintenant. » Elle est en sécurité. Mais nous avons besoin de votre aide pour la protéger. J'ai cligné des yeux rapidement, luttant contre le vertige dans ma tête. Que voulez-vous dire? Je m'appelle Maya. Je suis l'infirmière responsable de cet étage, a-t-elle dit. Votre fils est venu me voir pendant l'opération. Il se cachait dans le couloir avec un iPod. Il a enregistré une conversation entre votre mari et sa mère. C'est troublant, et tout est consigné. J'essayais encore de réaliser que Zek avait fait ça, que mon enfant de 9 ans avait compris ce que je ne pouvais même pas exprimer, qu'il avait agi alors que j'étais complètement impuissante. Maya a continué, nous avons examiné l'audio. L'administrateur de l'hôpital l'a entendu. C'est suffisant pour que nous engagions des mesures de protection d'urgence. Mais j'ai besoin de savoir que vous êtes prête à coopérer. J'ai hoché la tête immédiatement. Oui, n'importe quoi. Nous avons isolé votre mari et sa mère de l'étage. Ils ne savent pas encore que nous agissons. Nous leur avons dit que vous étiez toujours sous sédatif et que le bébé était en observation. Nous vous donnons une chance d'agir avant qu'ils ne le puissent. Maya m'a tendu un porte-bloc avec un court document. Ceci est une déclaration officielle qui nous autorise à placer votre fille sous protection et à contacter les services de protection de l'enfance. Cela vous donne également pleine autorité pour les décisions médicales sans interférence conjugale. Mes mains tremblaient en prenant le stylo. Signer cela semblait surréaliste. Quelques heures plus tôt, j'étais inconsciente, presque effacée de ma propre vie. Maintenant, je la reprenais avec une signature. Maya a pris le formulaire et m'a fait un signe de tête rassurant. Vous venez de lui donner un avenir. J'ai demandé à voir Zek. Quelques minutes plus tard, il est entré avec une autre infirmière. Son visage s'est illuminé quand il m'a vu éveillé, mais ses yeux se sont rapidement tournés vers le bébé dans mes bras.
Est-ce qu'elle va bien? A-t-il demandé, la voix tremblante. Est-ce qu'ils ont essayé de la prendre? J'ai secoué la tête et lui ai ouvert les bras. Il est monté sur le lit avec précaution, son petit corps se blottissant contre mon flanc. Elle est parfaite, ai-je murmuré, et elle est là grâce à toi. Il n'a rien dit pendant un moment, il l'a juste regardé, les yeux écarquillés, protecteur. Puis il a murmuré, je les ai entendus. Je ne savais pas quoi faire, mais je me suis souvenu que tu avais dit qu'on protège toujours les gens qu'on aime. Tu as fait tout ce qu'il fallait, ai-je dit en pressant mes lèvres sur son front. Tu as sauvé ta sœur. À l'extérieur de la chambre, Maya et les administrateurs ont commencé le processus. La sécurité de l'hôpital a été informée, les services sociaux contactés. Rayhan et Dahlia étaient toujours dans la salle d'attente, ignorant que leurs paroles avaient été capturées par l'enfant qu'ils sous-estimaient. J'ai regardé à travers la petite vitre de la porte un administrateur de l'hôpital s'approcher d'eux. Dahlia a croisé les bras, clairement agacée. Rayhan avait l'air impatient. Quelques minutes plus tard, ils étaient tous les deux escortés hors du bâtiment par la sécurité. Pas de cris, pas de scène, juste des conséquences. Je n'ai pas célébré, pas encore. Il y avait encore tant de choses devant moi, des batailles juridiques, des audiences de garde, un avenir sans l'homme avec qui je pensais passer ma vie. Mais pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, le contrôle. J'ai regardé ma fille, puis mon fils. Je ne laisserai plus jamais personne les menacer. Je ne survivais plus seulement, je me battais. Rayhan et Dahlia n'ont pas réalisé ce qui leur tombait dessus avant qu'il ne soit trop tard. Ils étaient assis raidement dans la salle d'attente familiale de l'hôpital, feuilletant des magazines périmés, leurs expressions calmes, calculatrices. Rayhan jetait constamment des coups d'œil à sa montre. La bouche de Dahlia exprimait une désapprobation silencieuse chaque fois qu'une infirmière passait sans lui donner de nouvelles. Ils n'avaient aucune idée que leur plan s'était effondré, aucune idée qu'une infirmière, un enfant et une mère qui refusaient de se taire avaient renversé la situation. Dans ma chambre, Maya se tenait à côté de moi, les bras croisés, les yeux vifs. L'administratrice, une femme nommée Claire, se tenait juste derrière elle avec un dossier à la main. Toutes les deux avaient écouté l'audio enregistré par Zek. Je n'avais pas besoin de l'entendre à nouveau, je me souvenais de chaque mot. Mais savoir que c'était réel, documenté, indéniable, cela me donnait du pouvoir. Claire m'a fait un signe de tête. Nous sommes prêts. Voulez-vous rester dans la chambre ou être déplacé dans un endroit plus privé? Je ne me cache pas, ai-je dit. Plus maintenant. Zek était assis sur la chaise à côté de mon lit, une main sur le petit pied de sa sœur. Il n'a pas bronché, il n'a pas demandé à partir. Il voulait voir ça jusqu'au bout. Maya a posé doucement une main sur son épaule et m'a regardé. Nous sommes avec vous. Quelques minutes plus tard, la sécurité de l'hôpital a escorté Rayhan et Dahlia dans une salle de conférence privée, prétextant un problème avec des documents d'assurance. Claire et Maya les y ont rencontrés. L'enregistrement a été diffusé sans avertissement. La voix de Rayhan est passée clairement. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà signé les papiers, suivi de l'ordre froid de Dahlia, si c'est une fille, laissez-la. Nous ne gardons que les garçons. Claire a mis l'audio en pause. Le silence qui a suivi était suffocant. Rayhan a tenté de se reprendre le premier. C'était sorti de son contexte. Ce n'était pas. Claire a répondu, il dure plus de 5 minutes. Il inclut une intention explicite d'abandonner un nouveau-né. Il inclut votre reconnaissance de documents falsifiés. Il inclut l'implication de votre mère. Dahlia s'est levée. Je plaisantais. Cette infirmière a mal compris. Où est ma petite fille? Elle ne vous concerne plus, a dit Claire. Vous êtes tous les deux signalés au service de protection de l'enfance et aux autorités pour tentative d'abandon et coercition. Vous ne serez pas autorisé à approcher l'enfant ou sa mère en attendant l'enquête. Rayhan a élevé la voix. Vous ne pouvez pas faire ça. Je suis son mari, j'ai des droits. Maya s'est avancée. Vous aviez des droits jusqu'à ce que vous essayiez d'effacer votre propre enfant avant qu'elle ne prenne son premier souffle. Vous les avez perdus. La sécurité a été rappelée. Dahlia a crié tout le long du couloir. Rayhan n'a pas regardé en arrière une seule fois. Plus tard, on m'a dit que l'hôpital avait lancé une enquête interne et que les formulaires signés par Rayhan contenaient des sections falsifiées. Dahlia avait fait pression sur un membre du personnel subalterne pour accélérer des formalités administratives qui n'avaient aucune valeur légale. Ils avaient tout planifié, jusqu'à mon rétablissement, espérant que je me réveillerais devant un berceau vide et sans réponse. Mais la vérité était plus forte que leurs mensonges.
De retour dans ma chambre, je me suis enfin permis de respirer. J'ai serré ma fille contre moi, traçant la courbe de sa joue. Zek s'est penché, chuchotant, « Elle reste vraiment, hein ?»« Elle est à nous ?» ai-je dit. « Personne ne nous l'enlèvera. » Les jours suivants ont été un tourbillon de visites d'assistantes sociales, de paperasse juridique et de longues conversations avec Maya et Claire. L'hôpital a offert une assistance juridique. La police a ouvert une enquête. Une ordonnance restrictive temporaire a été accordée en 24 heures. Je n'ai plus eu à voir Rayyan ou Dalia. L'enregistrement fait par Zek a été soumis comme preuve. Il est devenu le fondement de chaque action juridique qui a suivi. La juge qui l'a examiné a déclaré dans la transcription de l'audience que c'était l'un des exemples les plus clairs de violence psychologique préméditée et d'abandon d'enfants qu'elle ait jamais entendu. On a demandé à Zek s'il comprenait ce qu'il avait fait. Il a hoché la tête et a dit « Je savais juste que c'était mal, et je savais que ma maman ne pourrait pas parler. » C'est qui il était. Un enfant qui avait vu quelque chose de terrible et avait refusé de détourner le regard. Un enfant qui s'était interposé entre sa sœur et les personnes qui étaient censées l'aimer. Il n'a jamais douté de ses instincts, même quand les gens autour de lui faisaient semblant que tout était normal. Cette nuit-là, après que le chaos eut commencé à se calmer, j'étais assise dans le lit d'hôpital avec eux deux. Zek d'un côté, ma fille endormie sur ma poitrine. Les lumières du couloir étaient tamisées, la porte était fermée. Pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti la paix. Je n'avais pas encore toutes les réponses. Je ne savais pas comment je paierais un avocat ou où nous vivrions une fois sortis de l'hôpital. Mais je savais une chose avec une certitude absolue, nous allions nous en sortir. Parce que la vérité avait une voix, et cette fois, elle venait de la personne la plus petite et la plus courageuse de la pièce. Après l'hôpital, je ne suis pas rentré chez moi. Je ne pouvais pas. Cette maison n'avait été la mienne que de nom. Chaque mur résonnait de leur voix, chaque pièce était remplie du poids du silence avec lequel j'avais vécu trop longtemps. Au lieu de cela, j'ai été admise dans un refuge pour femmes avec mes 2 enfants, et un nouveau départ m'attendait hors des murs qui m'avaient autrefois tenue captive. La transition a été difficile. Je n'avais rien d'autre qu'un sac à langer, quelques vêtements de rechange et un dossier rempli de formulaires juridiques. Pas de voiture, pas de travail, pas d'économie. Mais je les avais, eux. Mon fils et ma fille. J'avais la vérité, et j'avais le courage qui venait d'avoir survécu à quelque chose destiné à me détruire. En une semaine, une association locale est intervenue pour aider. Maya, l'infirmière qui ne m'avait jamais quitté, m'a mise en contact avec l'aide juridictionnelle. Un avocat pro bono a pris mon cas et a demandé la garde exclusive et une ordonnance de protection d'urgence. Le tribunal n'a pas hésité. L'enregistrement parlait de lui-même. Rayyan ne s'est même jamais présenté à l'audience. Dalia a soumis un démenti écrit, qualifiant tout cela de malentendu, mais la juge n'y a pas cru. Zek a témoigné à huis clos, avec un défenseur des enfants à ses côtés. Je craignais que ce ne soit trop pour lui, mais quand il est sorti de la pièce, il avait l'air plus léger, comme si un poids s'était envolé de sa poitrine. Plus tard, la juge m'a dit qu'il avait parlé clairement et calmement, décrivant ce qu'il avait entendu, ce qu'il avait vu et ce qu'il avait ressenti. Il lui a dit « Je ne voulais pas perdre ma sœur. Je ne voulais pas qu'elle soit seule, comme maman l'était. » Cette phrase est devenue le cœur de mon dossier. 3 mois plus tard, j'ai obtenu la garde exclusive des 2 enfants. Rayyan a été déchu de ses droits parentaux. Dalia a été interdite de tout contact. Je n'ai pas célébré avec du champagne ou des confettis. Je me suis assise par terre dans notre minuscule nouvel appartement et j'ai pleuré. Pas parce que j'étais triste, mais parce que je me sentais enfin libre. Zek a commencé une thérapie, payée par la même association qui nous avait hébergés. Il a commencé à sourire davantage. Il s'est inscrit à un cours de codage pour enfants au centre communautaire et s'est fait son premier véritable ami. Il vérifie encore si je vais bien la nuit, se tenant parfois silencieusement dans l'embrasure de la porte, juste pour s'assurer que je respire. Mais il guérit, lentement, honnêtement, magnifiquement. Quant à ma fille, je l'ai appelée Hope, espoir, parce que c'est ce qu'elle m'a donné. Elle est calme et forte, avec des yeux qui scrutent mon visage comme si elle essayait toujours de comprendre plus que son âge ne le devrait. Elle se réveille avec de doux pleurs qui fondent contre ma poitrine dès que je la tiens. Je vois déjà des morceaux de Zek en elle, alerte, réfléchie, stable. Chaque fois que je la regarde, je me souviens de ce qui aurait pu arriver, et je me souviens de ce qui n'est pas arrivé. Parce qu'un garçon de 9 ans a trouvé sa voix quand je ne pouvais pas utiliser la mienne. Parce qu'une infirmière a brisé le silence que trop d'autres acceptent.
Parce que j'ai arrêté d'attendre que quelqu'un me sauve et que j'ai choisi de me battre à la place. J'ai commencé à partager mon histoire dans de petits groupes de femmes. Au début, j'étais terrifié. Ma voix tremblait, mes paumes transpiraient. Mais plus je parlais, plus je réalisais combien de femmes portent des blessures similaires. Elles n'avaient pas toute une Dahlia ou un Rayhan, mais elles connaissaient le silence. Elles savaient ce que signifiait ravaler sa peur chaque jour. Finalement, j'ai été invité à prendre la parole lors d'un panel de sensibilisation à la violence domestique à l'échelle de l'État. Maya était dans le public. Elle est venue me voir après, m'a serré fort dans ses bras et m'a dit « Tu n'as jamais été invisible. Il ne voulait juste pas te voir. Mais maintenant, le monde te voit. Je ne suis plus la même femme qu'avant cette chambre d'hôpital. Je n'ai plus peur. Je ne demande plus la permission d'exister. Je ne me rapetisse plus pour m'adapter au confort de quelqu'un d'autre. J'avance chaque jour, pas parfaitement, mais avec détermination. Je tiens mes enfants comme s'ils étaient sacrés, parce qu'ils le sont. Et chaque fois que quelqu'un me demande comment j'ai traversé tout ça, je dis ceci, ils ont essayé de me faire taire. Ils ont essayé de l'apprendre. Ils pensaient que je dormirais pendant qu'ils nous effaçaient. Mais mon fils a appuyé sur enregistrer, et nous avons avancé, ensemble. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait ressentir quelque chose, colère, espoir, force, alors laissez-la vivre au-delà de cet écran. Aimez la vidéo si vous croyez au pouvoir d'une voix, même quand elle vient d'un enfant. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que le silence n'est pas forcément la fin de l'histoire. Commentez ci-dessous, dites-moi ce que cela vous a fait ressentir ou partagez votre propre histoire. On ne sait jamais qui cela pourrait aider. Et abonnez-vous à la chaîne si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, réelles, brutes et jamais édulcorées. Merci d'être là, d'écouter, de nous voir. Ce n'est pas juste une histoire. C'est la preuve que la vérité trouve un chemin.